Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct de Rimouski avec un zombie qui a bien connu, elle ne sera pas long, il faut juste que je trouve, elle a bien connu René Lepage de Sainte-Claire qui a fondé Rimouski. On est avec la légendaire Marie-Ève Albert, mesdames et messieurs. Tu viens de me vieillir one shot, man? Ouais, 1600, je pense que c'est arrivé. Marie-Pierre, Marie-Ève, c'est quel épisode, là? On en a fait tellement. 17! Hey! 17, hey. 17 épisodes. On en a eu des obstinations puis des cris de mort pendant les 16 premiers épisodes. On continue. On stuff. Ah, mais c'est le bonheur pour vrai. Je sais pas si tu écoutes. J'espère que tu écoutes mon podcast. Là. À chaque semaine, je te glisse une publicité. Je rajoute toujours un combat féminin pour placer ton nom. Ça me fait toujours, ben oui. bien rire. Mais je suis content de te voir sourire parce que les gens n'ont pas vu en pré-production. Ça fait quasiment 3 ou 4 heures qu'on est en préparation du show. Et il y a eu des moments où je trouvais que tu avais l'air un peu bête un matin. Tu as une preuve, hein? Tu as pris une photo de moi, je pense, quelque part sur ton sel. Ouais, puis, tu vas sortir ça là, quand je vais te faire quand je vais te faire la vie dure, tu vas sortir ça pour faire la controverse. Voilà, ce matin, tu souriais pas. Et pour faire un lien, l'Angleterre, elle, n'a pas souri à Marie-Ève Dicker. Hey, ça, c'est de l'animation, hein? Le lien. Hey, je vais même le mettre en dessous. Non, l'Angleterre n'a pas souri à Marie-Ève Dicker. On commence avec ça parce que c'était le gros sujet des dernières semaines, voire des derniers mois. On a beaucoup, beaucoup parlé en bien, en mal, en controverse, en calme de Marie-Ève Dicker, de ses projets, de ses non-projets. Bref, la semaine passée, 12 novembre, elle se présentait devant Natasha Jonas dans un ring. À Manchester, chez Jonas, chez le promoteur à Jonas. 4 ceintures, hein, on se rappelle bien, là, il y avait la Ring Magazine qui avait été rajoutée à part l'unification en 3 titres. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour Marie-Ève. Ça n'a pas été le résultat qu'elle voulait. Ça a été le résultat que certains avaient prédit. Bon, ton cellulaire qui sonne. C'est pas moi, ça. Ben oui, c'est toi. C'est moi. Ouais, désolé. C'est pas grave. Je disais juste que je vais faire nos bloopers à la fin de l'année. Il y en a plusieurs sonneries de cellulaire. Je disais qu'il y a même si elle... C'est une boxeuse professionnelle qui m'a écrit. C'était Martine Vallière-Bisson qui voulait me parler de son année 2023. Bon, on va juste faire ça une autre fois. Marie-Ève, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as pensé du combat. Ben, en fait, je le sais parce que tu en as déjà parlé. Tu avais prédit des affaires avant. Non, mais là, je vais juste arrêter parce que mes prédictions, là, c'est rendu. J'étais un génie. J'avais dit 99-91. Il y a un juge à 190 qui, lui, visiblement, avait peut-être s'était mis de la boîte dans les yeux. Ouais. Il y a un juge à 98-92, puis un juge à 97-93. Je vais te dire en 30 secondes ce que j'ai pensé du combat tactiquement pour que tu puisses renchérir là-dessus. J'ai été un peu surpris par la stratégie de Marie-Ève qui, en partant, n'a pas lancé énormément de
de jab en commençant le combat. On pensait qu'il allait avoir cette fameuse guerre du jab parce que Marie-Ève était plus grande, plus imposante. On l'a vu à la pesée. Ça aurait été peut-être une façon de contrôler la distance. Et l'autre chose qui m'a un peu étonné, c'est qu'elle se mange les deux premières mains gauches vraiment en plein visage. Et je lui dis, quand même eu 11 mois pour préparer ça. C'est quand même, elle commence à être expérimentée. Comment ça se fait qu'elle ne voit pas venir des mains arrière? Tu sais, souvent, à un certain niveau, on ne va pas se faire toucher par la main arrière qui n'est pas cachée derrière un jab en début de combat. Ça m'a surpris. Puis, arrivé au 5e, elle commence à avoir une boxe qui est peut-être plus rentre-dedans où elle va se servir de sa force physique sur Jonas. Et là, elle connaît du succès au 5e, au 6e. Elle n'arrive pas à conserver ce succès-là. Et pourquoi pas l'avoir fait dès le début? Et en terminant, Ross Amber, sur son podcast, il y a des choses que peut-être que moi et toi, on n'arrive pas à voir. Mais toi, tu es rendu avec des niveaux d'entraîneur privé. Mais Ross, il dit que techniquement, on a vraiment vu que Jonas, c'était l'Olympienne, puis qu'il y a des petites choses à l'œil que le néophyte n'a pas vu, mais que techniquement, il y a des faiblesses du côté de Dicker quand il est à ce niveau-là. Peut-être des choses, tu sais, l'expérience amateur qu'on ne peut pas rattraper quand on est chez les pros. Peut-être. Effectivement, le jab, ça a été difficile depuis le début. Non seulement elle n'arrivait pas à le placer, mais quand elle le plaçait, je trouvais qu'elle ne dépliait pas bien son bras. Il manquait comme... C'était pas un jab complet des fois. C'était comme un demi-jab ou en tout cas un jab qui n'était pas en pleine allonge. Tu as raison. J'ai l'impression que ça aurait fait une bonne différence si ça avait été utilisé adéquatement depuis le début. Marie-Ève s'est repris en milieu de combat. En même temps, Jonas a eu un petit essoufflement dans cette période-là, mais ça n'a pas été suffisant. C'est Jonas qui est arrivé probablement avec plus de puissance, avec une préparation qui était plus optimale, fort probablement, ou un plan de match peut-être plus clair. Il y a un impondérable qu'on ne savait pas ce que ça allait donner. Je veux rappeler que c'était un combat gaucher contre gaucher et on ne voit pas nécessairement ça souvent. Donc, ça peut avoir joué aussi dans les réflexes puis le confort des deux boxeuses. Je ne sais pas si on peut revenir au passé, mais Marie-Ève avait eu un combat difficile contre Ashley Curry, qui était une grande boxeuse du sud des États-Unis, que je ne sais pas si tu as vu ce combat-là. Elle avait les cheveux grimpés comme Mark Simpson dans les airs, vraiment de mesurer 9 pieds. Puis Marie-Ève avait eu un combat difficile, 58-56, mais le 6e s'en allait vers Curry avant une explosion de Marie-Ève en fin de combat qui a comme sécurisé sa victoire par décision unanime. Peut-être que c'était difficile contre les gauchers. Je veux saluer que l'équipe nationale canadienne était en Angleterre et que Marie les a tous invités avec elle au combat. Je n'ai pas le choix de te poser la question. Est-ce qu'on a assisté au dernier combat de Marie-Ève Dicker? Je suis pas mal certaine que oui, pour plusieurs raisons. Là, Marie-Ève a des projets, Marie-Ève a un conjoint, une vie personnelle, puis est rendue à un âge où plusieurs boxeurs sont déjà à la retraite. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être une possibilité. Cela dit, ça n'a pas été annoncé tout de suite. Il y a peut-être une raison à ça. Peut-être que Marie-Ève a besoin quand même d'y repenser à 2 fois parce qu'il y aurait toujours la possibilité de lui faire un dernier combat à la maison, peut-être devant ses fans pour terminer ça en beauté sur une victoire. Je ne suis pas en train de parler d'un combat contre Mary Spencer. Il faut se calmer le pompon. Je suis en train de parler d'un combat d'au revoir. Peut-être là, pour vraiment terminer plus sur une note où c'est elle qui va pouvoir dire merci à ses fans d'une certaine manière. Moi, c'est ce que j'aimerais, mais je crois qu'on a peut-être vu la dernière danse de Marie-Ève active, du moins. Elle va sûrement rester proche dans l'entraînement, dans le milieu de la boxe, mais c'est ce que je crois. Du côté de Natasha Jonas, on l'a vu, elle négocie. Elle n'a pas l'air à se cacher qu'elle négocie avec Claressa Shields. J'ai fait des recherches cette semaine scientifiques, OK? Puis, parce que moi, mon idée, on va en parler là, de Mary Spencer, mais pas dans l'optique de Marie-Ève Dicker. Mary Spencer est aspirante numéro 1 à peu près à tous les titres que Jonas vient de mettre la main dessus. Tu sais, elle est rendue avec 3 ceintures. Puis,
ce que j'entends, c'est que j'ai fait des recherches, c'est que Ben Shalom et Eddie Hearn, c'est comme l'eau et le feu, ça. C'est pas clair qu'ils vont s'entendre pour organiser Harper contre Jonas. Fait qu'on n'est peut-être pas si loin que ça d'une des 3 associations qui pèsent sur le piton pour faire un appel d'offres avec Mary Spencer. Là, j'ai hâte de voir parce que la boxe, la Coupe Stanley, tu es obligé d'affronter ton adversaire pour la gagner. En boxe, ça se peut très bien que Jonas fasse « Ah, moi, je garde IBF, WBC, j'abandonne WBO. » À peu près tous les scénarios sont sur la table. Est-ce que Spencer va ramasser un des titres de Jonas en affrontant une autre fille, en affrontant Jonas, ou elle va juste la recevoir par la malle comme Diaconu à l'époque? J'ai hâte de voir. Il y a tout un... ça vaut la peine de payer Anthony Rudman parce qu'il y a tout, l'avocat, parce qu'il y a tout plein d'hypothèses. Il va falloir que Camille Estefan et Marc Ramsey soient des fins renards cette année, mais je prédis qu'en 2023, Mary Spencer va être championne d'une manière ou d'une autre. Cela dit, Jonas, elle a beaucoup parlé après, elle a fait des entrevues, puis ce qui ressort de ça, c'est que le clan Harper lui a fait une offre à 6 chiffres pour une unification complète. Et elle est réticente à l'accepter. Elle amène tout le temps la fameuse raison. Toi, quand on s'est battu, puis qu'on a fait un combat nul à 130 en 2021, tu n'as pas voulu me redonner de rematch, même si on a fait un nul. Alors là, elle joue la carte de ça. Mais en vrai, elle dit qu'elle a d'autres options. C'est la première fois de sa vie qu'elle a plusieurs options. Ces autres options, tu as parlé de Clarissa Shields, mais ce n'est pas viable à court terme. Même si Clarissa Shields a clairement dit qu'à court terme, elle s'en va en PFL. Aller chez descendre pour battre Jonas, ça va être facile pour elle. Là, je vais te dire, elle pourrait affronter Jonas tout en s'entraînant en même temps à PFL, puis elle n'aurait pas de problème. Clarissa Shields, elle s'est pris des vacances. Là, elle tombe en camp d'entraînement, puis elle recommence à se préparer pour la PFL. À court terme, c'est pas viable. Donc, Jonas va probablement devoir défendre ses ceintures au moins une fois, peut-être 2 avant de pogner une fille comme Clarissa Shields. Maintenant, elle parle déjà de descendre Jonas à 147 livres pour affronter McCaskill ou à 140 livres pour affronter Cameron. Ça veut dire que ces 3 titres, elle les défend pas à 154. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'elle va docker Mary Spencer ou qu'elle va essayer de repousser le plus possible un combat contre elle? Est-ce que ça veut dire qu'elle va abandonner tous ses titres pour les laisser vacants parce qu'elle veut pas? Elle va docker Spencer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque titre a eu sa défense obligatoire à un moment précis. Puis là, il y a un compteur qui tourne. Puis on l'a vu beaucoup en boxe féminine. On l'a vu avec ma préférée, Ebanie Bridge, mais j'en vois d'autres passer. Ils finissent, on dirait qu'en boxe féminine, ils finissent par peser sur le piton de l'appel d'offres. Ils ne tolèrent pas éternellement. Et là, comme tu as mis le pied dans le prochain sujet, c'était mon plan de te forcer à faire un lien. Natasha Jonas, oui, elle parle de descendre en bas, mais, là, tu as sauté beaucoup de sujets. Là. Attends un peu, là. C'est quoi que tu fais? Chantal Cameron est devenue undisputed à 100. Je vais te le mettre en premier, puis on en reviendra à l'autre. Elle a fait mal paraître McCaskill. Là, pour la petite histoire, pour aider nos auditeurs, parce que ça peut devenir difficile, Natasha Jonas, elle a 3 des 4 ceintures à 154. McCaskill a toujours les 4 ceintures à 147, mais est descendue à 140 contre Chantal Cameron, qui, elle, a tous les ceintures à 140 et a fait très mal paraître McCaskill. Donc là, regardez comment c'est complexe. On a Jonas à 154 qui pourrait aller jouer dans le portrait des 147, des 140. Tu as McCaskill à 147 qui est allé jouer dans le portrait des 140, qui pourrait aussi abandonner ses ceintures à 147. Puis là, tu as Cameron qui règne sur les 140, mais qui pourrait accueillir Jonas, Cathy Taylor, ou c'est un autre nom, suggère-le. Michaela Mayer. Michaela Mayer. Fait que là, tu as vraiment comme de l'ébullition, puis tu as comme un effet domino qui pourrait être extrême en fonction des décisions de ces 4 ou 5 filles-là. Là, les gens qui suivent la boxe, mais qui connaissent moins la boxe féminine, vont peut-être être surpris de tous ces jeux-là. Mais en boxe féminine, les filles se tiennent plus proches de leur catégorie de poids pour être capables de monter ou descendre d'une catégorie. Donc, la plupart des filles jouent sur 2 à 3 catégories de poids, surtout quand on n'est pas encore, quand on n'a pas de promoteur, etc., mais aussi quand on est une grande star, puis on veut des titres. Alors, c'est pas surprenant tout ce jeu-là. Maintenant, Chantel Cameron, on se rappelle le fameux tournoi Road to Undisputed dans lequel participait Jessica Camara l'année passée.
Ça fait 1 an, pratiquement jour pour jour, que Camara affrontait Callie Reese, se faisait voler. On le répétera jamais assez, mais c'est ça. Juste avant, Cameron avait battu Mary McGee et avait ramassé 3 titres. Donc, Camara Reese se battait pour 3 autres titres. Ensuite, Reese, qui avait gagné, devait affronter Cameron, 3 titres et 3 titres, mais elle a décidé de laisser ses titres vacants pour des raisons de santé, pour des raisons de projet de carrière, pour plein de choses. Les 3 titres étant vacants, moi, je croyais qu'on allait avoir peut-être une demi-finale, mettons, entre les 2 meilleurs disponibles pour peut-être ces titres-là, puis ensuite affronter Cameron. Mais ils ont plutôt décidé de faire descendre Jessica McCaskill, de tout mettre les titres dans la même poche, puis de faire un combat pour Undisputed. Ça s'est terminé le 5 novembre. C'était en sous-carte de notre ami Bivol et contre Ramirez à Abu Dhabi. On s'attendait à un combat intense parce que McCaskill est une fille intense. Rappelons-nous que McCaskill, elle tire 10 coups, elle touche 1, mais quand elle touche, ça fait mal d'habitude. C'est pas vraiment une boxe élégante. Hein? Il n'y a pas beaucoup de... Mettons que si on voulait faire de l'analyse d'un beau style de boxe, c'est clairement McCaskill qui est la dernière en liste. Là. Elle n'a pas un beau style de boxe. Par contre, elle est efficace. Ça marche, son affaire. Ça marche pareil. Cameron, elle, ben, c'est une fille qui a fait une grosse carrière amateur, qui n'a pas réussi à se rendre jusqu'aux Jeux olympiques. Il est arrivé toutes sortes d'affaires. Il est arrivé la pandémie. Elle a passé pro. Elle était chez MTK Global à un certain moment donné, signée chez Matchroom. Et... bref, c'était son tour de vouloir avoir un shot pour Undisputed. On est à l'ère des Undisputed présentement, autant gars que filles. Ça n'a pas été beau, ce combat-là, Laurent. Je ne sais pas si tu l'as regardé, si tu l'as vu, là, mais c'était vraiment pas un beau combat. C'était pas un combat intéressant non plus. J'ai été très déçue. C'est pas de la faute à Chantel Cameron. McCaskill s'est pas présenté là. C'est présenté là l'ombre d'elle-même. Déjà que son style n'est pas superbe. J'ai pas trouvé McCaskill à son plein potentiel, première chose. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre un peu parce que McCaskill, c'est peut-être une de celles qui a eu de la misère avec la COVID. Pas la COVID, mais pas dans le sens qu'elle l'a attrapée, là, mais dans le sens qu'elle a eu une longue inactivité, qu'elle est déjà un peu en âge avancé, qu'elle jouait sur 2 poids, elle était comme assis en 2 catégories. On dirait qu'on pouvait s'attendre à ce que ça finisse mal, son histoire. Ben, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si on peut dire qu'on pouvait s'y attendre, mais moi, j'étais quand même surprise, Laurent, parce que je m'attendais au moins à ce qu'elle soit au top de sa shape. Puis, je n'ai pas trouvé ça. Ce qu'elle faisait de brouillon avant, elle l'a fait 2 fois plus brouillon, beaucoup d'accrochage, la tête en avant, des coups qui partent n'importe comment. Elle a réussi quand même à atteindre Cameron. Cameron s'était à gagner ses ceintures, puis on voyait qu'elle avait le visage quand même un petit peu tuméfié. Sauf que je trouvais que le style encore pire de McCaskill rendait celui de Cameron moins intéressant. C'est comme si les 2 styles de boxe ne fonctionnaient pas. Beaucoup trop d'accrochage, je te dirais. C'était pas chouette, c'était vraiment brouillon de A à Z. Et j'ai trouvé que McCaskill a vraiment pas eu l'air d'une championne Undisputed ici dans ce combat-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est Undisputed, mais à 147. Tu sais, on parle de Serrano Taylor, on compare, hein, une Serrano qui a monté, mettons, pour atteindre Cathy Taylor, puis là, ça a donné tout qu'un combat. On pouvait s'attendre à ce qu'une championne Undisputed qui descend d'une catégorie pour affronter une fille qui a 3 titres, ça pouvait aussi donner un super combat endiablé. Les 2 filles sont capables de haut volume, sont capables de puncher fort. J'ai pas du tout aimé ce combat-là. Vraiment pas. Puis là, je me demande c'est quoi la suite pour Jessica McCaskill, à part affronter des filles qui ont faim pour ses titres et qui ont vu ses défauts. Là. Je vois pas pourquoi qu'elle resterait même à 147. Elle va se faire manger par les filles comme Lauren Price qui s'en viennent, chez Jones, tout ça. Elle va les perdre, ses titres. Là. La compétition, le 147 était faible il y a 1 an. Maintenant, il est moins faible de beaucoup. Là. On n'est plus à la même place. Ben moi, j'ai hâte qu'elle les perde pour donner peut-être la chance à d'autres. Je n'ai pas aimé la façon qu'elle a pris en otage ces titres-là pendant quasiment 15 ou 16 mois. Tu sais, ça fait 4 titres qui ne se défendent pas.
parce que mademoiselle attend de voir la suite des choses. C'est ça quand on dit nurser des titres, là, tu ne veux pas les défendre. Quand tu as 4 titres, Cathy Taylor, c'est totalement l'inverse. Cathy Taylor a 4 titres, puis elle défend. Elle fait ses défenses obligatoires de façon régulière. On va en parler bientôt. C'est ça. Là, la saison des rhumes, tu as été très malade, toi, Marie. Oui, j'ai pogné pleine grippe. On a failli perdre. Toi, tu pognes énormément de virus. Mais tu veux parler tout de suite du premier? Ah oui, c'est vrai, j'ai sauté par-dessus un sujet, je n'avais pas vu. Le premier, le 16 décembre, qui affronte qui? Je ne sais pas, je pense pas à moins que tu voulais te lancer dans la grande analyse. Non, on va juste y aller à très haut niveau, là, parce qu'on va en reparler de toute façon après ces combats-là. On en a déjà parlé plusieurs fois. Là. OK, ben moi, je te lance tout de suite. Je te fais une prédiction. Kim Clavel, 98-92, les 3 jeux. Je mets la main sur les 2 titres. La vente de billets va bien. C'est un jeudi soir. La cage au sport embarque. Vous allez pouvoir l'écouter à la cage ou le commander. Je crois que c'est Fit TV, Canal Indigo. Disponible aussi à la cage au sport. Allez manger des gels un jeudi, les gels à 50 Alors, la cage embarque, ça c'est incroyable. Une télé sur Cole Caulfield, une télé sur Kim Clavel. C'est facile à suivre, ils ont même grandeur. Puis des ailes à 50 parce que ça tombe un jeudi. Fait que, regarde, le monde est beau. Moi, je pense qu'il y a zéro raison de ne pas regarder ce combat-là. Moi, j'irai à la cage, perso, parce que juste pour l'ambiance, puis se rappeler les combats de boxe à la cage. Là, j'ai une question. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras, mais je vais essayer de te poser ma question directement, OK? Puis tu vivras avec ta réponse. Au pire, tu feras du montage. Est-ce que Kim Clavel a une pression supplémentaire avec la défaite de Marie-Ève Dicker? Je vais poser la vraie question. Pour le promoteur Yvon Michel, ce serait une catastrophe, une défaite de Kim Clavel le 1er décembre. Ben, je ne sais pas si elle se met cette pression-là, mais cette pression existe clairement quand même. Là. Je ne sais pas comment elle gère avec ça, qu'elle gère ça, Kim et son entourage. Il ne faudrait pas, idéalement, qu'elle prenne un promoteur sur ses épaules. Ce n'est pas son travail, elle, c'est une boxeuse. Je pose mal la question, puis que la pression, en effet, est toute sur les épaules du promoteur, puis Kim s'occupe de son dossier personnel. Peut-être que j'extrapole un peu trop. Ben, c'est sûr que Kim est là, Kim et Oscar sont les champions chez Yvon Michel présentement. C'est sûr qu'on veut garder le plus de champions possible. Puis quand on perd une fille comme Kim, les ceintures d'une fille comme Kim, il y a du travail à recommencer. Mais je crois quand même comme toi que Kim va conserver son titre et va aller chercher l'autre. Ouais. Tu sais, l'algorithme BoxRec, là, tu peux mettre les deux combattants. Ben ça, c'est un BoxRec spécial pour les matchmakers et les promoteurs. Nous, on n'a pas accès. Je crois qu'il faut payer. Mais tu peux mettre les deux noms, puis ça sort. L'algorithme sort une prédiction. Et techniquement, Jessica Neri-Plata est favorite à 2 contre 1. Mais je pense que c'est la faiblesse de BoxRec qui ne font pas le test de l'œil, que c'est plus un système de pointage. Je crois que quand même Kim Clavel doit être établie favorite dans ce combat-là, mais l'idée derrière mon propos, c'est que ce ne sera pas une balade dans le parc. Elle a une meilleure adversaire que la dernière qu'elle a eue. La dernière fois, elle avait une bonne adversaire, on l'a vu en début de combat. Là, on ferme encore, le gap est encore meilleur. On a quelqu'un de solide et on aura un vrai et un bon combat de boxe le 1er décembre. Kim Clavel est le côté B, mais c'est un faux côté B. Ouais, parce que dans vrai, c'est 2 côtés A. Là. Mais ça reste que si on se fie à BoxRec, au classement, aux prédictions, mettons, aux odds, ça reste un petit côté B. Mais c'est un côté B. Je pense pas que Kim, ça la dérange bien d'être placée dans cette position-là. Kim, elle sait qu'elle est capable de battre Jessica Neri-Plata. Si vous voulez la connaître plus, Jessica Neri-Plata, j'ai déposé une entrevue sous-titrée en français. J'ai passé un beau 30 minutes avec elle à parler de son background. Ce que j'essaie de dire, là, puis j'expliquais mal, c'est que Jessica Neri-Plata a plus d'outils que Yenesia Gomez. Oui, parce qu'elle-même m'expliquait son style. Jessica Neri-Plata, elle me disait, moi, à la base, j'étais une styliste. J'aimais bouger les feintes avec le corps, les jeux de pied. Je suis une fille qui aime beaucoup contrôler l'espace de ring. C'est ça que j'aime. C'est comme ça que j'aime. Naturellement, je suis comme ça. Maintenant, j'ai appris à aller à la guerre et à faire des échanges. Donc, le fameux style pressure fighter mexicain, ça lui est pas venu naturellement. C'est son style qu'elle a appris après, par-dessus son style naturel, qui est vraiment celui de se déplacer, de gérer, de bouger le corps.
Donc ici, on voit qu'elle est déjà en partant plus outillée que Yesenia Gomez. Petite parenthèse, Yesenia Gomez va avoir un combat contre Tania Henriquez, la sœur de Kenya Henriquez. Et ce combat-là, il y a une demande qui a été faite à la WBC pour placer la gagnante des 2 aspirantes obligatoires à la gagnante de Clavel. C'est très intéressant parce qu'on se rappelle que Kim doit une revanche toujours à Yenesia Gomez sur papier ou dans les contrats. Des fois, elle peut changer d'idée aussi et dire « je prends mon chemin ». Mais là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce serait plus simple que Gomez gagne parce que sinon, on se ramasse avec une fille qui peut se promener avec un contrat en disant j'ai une revanche, puis une autre qui va dire j'ai l'aspirant numéro 1. Exact. Fait que là, ça va jouer. Je ne sais pas si la WBC va accorder ça aux filles, mais selon moi, oui. Une pierre deux coups, hein, ce serait plus simple que Gomez l'emporte. Le 16 décembre prochain, on a la grosse carte Eye of the Tiger. Moi, je trouve qu'il arrive avec les gros chars quand même. On a 4 de leurs meilleurs boxeurs, hein, pas peur des mots, qui vont être quasiment 4 finales, là, on peut dire ça. Et, premièrement, on a Marie Spencer qui affronte Femke Hermann. Et là, moi, je vais te le dire, selon moi, c'est la meilleure adversaire depuis le début de Marie Spencer. Ça ne veut pas dire qu'elle ne traversera pas en dehors du ring. Et, en deuxième point, Léla Baudouin, on ne la nommera pas, mais tu m'assures qu'elle a une bonne adversaire et que tu es intrigué. Je suis très contente du choix d'adversaire de Léla. Je n'ai pas le droit de le nommer. L'adversaire m'a confirmé que c'était elle, mais vu que ce n'est pas encore annoncé, je veux respecter sa demande de ne pas nommer le nom. Je peux donner des indices. Par contre, c'est une Européenne, donc on sort du Mexique. À moins qu'il y ait un changement de dernière minute, on parle d'une adversaire européenne qui a une fiche positive et qui a déjà affronté des gros noms ou des prospects qui vont devenir des gros noms. C'est tout ce que je vais dire. Et qu'elle est blonde. Voilà tout ce que je dis. Mais vous avez... Moi, je m'attends à ce que ça sorte demain ou après-demain. Tu as envie de nommer son numéro d'assurance sociale, on n'arrête pas. C'est une chouette fille. J'aime beaucoup son style. Ça va être totalement différent pour Léla. Je m'attends à un combat qui va mettre Léla en valeur parce que quand tu es toujours avec des pressure fighters qui donnent des coups de tête et qui te lancent des coups à n'en plus finir, parfois, tu es obligé de tourner les coins ronds sur certaines autres affaires que tu es bonne. Là, ici, on a une fille qui ne boxe pas comme ça face à elle, qui est vraiment plus une boxeuse technique et ça va mettre en valeur le côté technique de Léla. Moi, c'est pour ça que je suis contente. Et c'est un combat encore sur 6 rounds, probablement le dernier 6 rounds de Léla. On aurait aimé la voir à 8 rounds. Je m'attends à ce qu'en 2023, elle fasse quelques 8 rounds et qu'elle passe même à du 10 rounds. Voilà. Pour Marie Spencer, Femke Hermans, moi, je m'attends à un knockout, mais ça ne sera pas nécessairement un knockout comme ceux qu'on a vus dans le passé. Femke Hermans, c'est quand même une fille qui a une bonne défensive, qui sait bouger, qui sait frapper. Elle descend des 160 livres vers les 154 ici. Donc, pour elle, elle va peut-être gagner un petit peu de vitesse versus ce qu'on avait déjà vu. Et un autre fait intéressant, encore là, la WBC a autorisé à sa convention que la gagnante des 2 devienne aspirante obligatoire officiellement à Natasha Jonas, qui est la championne WBC régulière. Alors, on sait que Marie a déjà la WBC Silver. En étant aspirante obligatoire, ça met plus de pression sur Jonas. Il ne faut pas oublier que le titre IBO est aussi en jeu sur ce combat. Titre IBO, il y en a qui vont dire que c'est juste le titre IBO, mais ça reste une première ceinture. C'est pas une première ceinture, c'est une ceinture, c'est peut-être un titre mineur, mais c'est un titre de plus. Le titre IBO, là, je vais te donner mon analyse scientifique. C'est un peu comme quand tu vas chercher des bonbons à l'Halloween, puis que tu as des Coffee Crips. Tu dis, bon, c'est correct, là, mais j'aurais pris d'autres choses. Marie-Pierre Roule va affronter le 1er décembre Olivia Giroula. On en avait déjà parlé sur le podcast. Ah oui, j'ai fait exprès pour ne pas t'en parler parce que j'aime beaucoup Marie-Pierre, mais j'ai hâte de voir vers où qu'on s'en va avec elle. J'ai l'impression que, et là, je vais dire des choses que je ne suis pas supposé dire, mais j'ai l'impression qu'on est juste allé chercher un adversaire qui est capable de venir en autobus. Là. On voulait limiter les frais pour l'adversaire, on va chercher une Canadienne qui peut venir. Je sais qu'elle a battu
Bien Lawler, dernièrement. Oui, mais je veux dire, c'est pas, elle est rendue dans la quarantaine, quasiment avancée. Elle est plus vieille que toi, là, c'est quand même âgé. Puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de défaites. Je l'avais vu dormir dans des divisions très inférieures contre Jelena IRD à la fin de la trilogie. Je dis, moi, j'aurais aimé, puis je le répète souvent, parce que Marie-Pierre, si tu regardes son classement sur BoxRec, si tu regardes la situation avec McCaskill, elle est très près d'avoir une chance en championnat du monde. J'aurais aimé qu'on la teste un peu plus ou qu'on ait cherché un nom qui frappe plus l'imaginaire à l'international pour la placer dans un éventuel championnat du monde. Mais ce qu'on me dit tout le temps, c'est « Ah oui, mais tu vois, au prochain combat, ça va être cette étape-là. » C'est tout le temps le prochain. Tu sais, Candy Wyatt, qui était la fille parfaite pour cette marche-là vers les championnats, ça fait 1 an qu'on nous l'a fait miroiter, mais que c'est jamais elle à chaque gala. Ah, ça va être à Trois-Rivières devant son monde. Fait que là, prenez celle-là, prenez Kerry au casino, parce qu'après ça, c'est Trois-Rivières Wyatt. Moi, je te trouve dommage, Laurent, c'est qu'on a beaucoup attendu avant de lui faire un 8 rounds. Là, c'est son premier, OK? Ça, c'est une bonne chose parce que des fois, tu as des opportunités qui te sont offertes, mais ce n'est pas sanctionné par une association ou une fédération parce que tu n'as pas de 8 rounds. Donc, dans chaque pays, c'est différent, hein? Dans chaque association aussi. Là, on va l'avoir fait son 8 rounds. Donc, passer à un 10, ça va être beaucoup plus viable. On avait annoncé. Il y avait une rumeur qui courait que le titre IBF international allait être mis en jeu aussi pour ça. Même qu'Olivia Giroula l'avait publié sur Instagram. Puis finalement, il semble qu'il n'y a pas de titre en jeu. Oui, mais non, mais ça, j'ai fait mes vérifications. La IBF, tu dois avoir fait un 8 rounds dans leur. C'est pour ça que je dis ça. Tu comprends mon point du 8 rounds? C'est important de faire des 8 rounds. C'est pour ça que j'ai hâte aussi qu'on passe Leila du 8 rounds parce que Leila Baudouin est au pied du classement top 10 de la WBA présentement, est à un cheveu d'être top 10 WBA et ça va te prendre des 8 rounds en poche pour être capable de monter puis d'aller chercher des plus gros adversaires. Eux autres, ils ne veulent pas se battre en 6 rounds, puis ils veulent souvent se battre sur du 10 rounds pour des titres intérimaires. Fait que ça prend, tu sais, passer d'un 6 à un 10, c'est gros. Il faut faire quelques 8 rounds rapidement. Je vais souhaiter à Marie-Pierre d'avoir plusieurs combats dans une période de temps quand même assez courte, aller chercher peut-être 2 ou 3 8 rounds en 6 mois. Ça serait vraiment intéressant. C'est peut-être un trop gros rythme, mais moi, c'est ça que je lui souhaite. Moi, j'aimerais ça si elle se blesse, si elle n'est pas blessée ou si ça se passe bien ou si ça se passe rapidement, j'aimerais peut-être ça aussi qu'elle soit la tête d'affiche au casino. Tu sais, le casino, on va apprendre qu'en février, il va y avoir Eye of the Tiger et Jim vont chacun faire un gala au casino. On va avoir bientôt la liste des galas. Et moi, j'apprécierais que Marie-Pierre fasse un peu comme Marie-Ève Dicker avait fait et peut-être enligner un 2-3 finales au casino sur des 8 ou des 10. Tu sais, mettons, février, mai, août, tu lui fais faire 3 combats, puis le dernier culmine à un championnat ou un rôle d'aspirant obligatoire peut-être au mois d'août, et là, elle est positionnée. Tu sais. S'ils cherchent des adversaires, là, les matchmakers, un qu'à me texter, des bons adversaires qui pourraient faire du 8 ou du 10 rounds pour Marie-Pierre, puis qui seraient viables, j'en connais. Juste Caroline Vert, la dernière, va affronter Fanny Franco. C'est un excellent deuxième combat pour Caroline Vert. Fanny Franco, on l'a vu un petit peu plus tôt cette année contre Leila. Elle avait fait 6 rounds contre Leila. C'est une fille que la fiche est incomplète sur BoxRec. Elle a quelques victoires de plus par knockout, donc il ne faut pas se fier à sa fiche. C'est une fille qui est en shape, contrairement à certaines adversaires qu'on a déjà vues, dont celle qui était pressentie pour son début pro. Ça va faire vraiment changement à la pesée. Mais ça m'a fait rire, parce qu'ils ont annulé les débuts pro parce que l'autre fille n'était pas assez en shape. Fait que là, ils ont fait OK, on a besoin que ça n'arrive plus. Puis là, celles qui vont amener, ça pourrait gagner les concours d'abdos. Là. Ces abdos. Ah ouais, top shape, Fanny. Ouais, elle est contente de venir à Montréal. Elle vient ici pour faire la guerre. Caroline devrait gagner, mais ça va être un bien meilleur combat. Ça va être intéressant pour Caroline. Elle est encore dans la transition entre les amateurs et les pros. J'ai trouvé qu'à son premier combat, j'ai trouvé qu'elle était très efficace, elle était très bonne, mais elle avait peut-être pas c'était peut-être pas le requin qui attendait le sang. Comme elle a juste fait ce qu'elle avait à faire très bien. Elle a dominé, mais elle ne cherchait pas un KO, elle ne cherchait pas le wow des débuts pro. Contre Fanny, il va falloir qu'elle aille chercher ce morceau, ce petit côté-là, parce que Fanny, c'est une vraie tigresse. C'est pas tout.
côté talent, on s'entend que Caroline est supérieure, là. Mais ça devrait être un très bon combat à regarder. Moi, je suis très contente de revoir Fanny Franco. J'avais trouvé qu'elle avait quand même fait des bonnes choses contre Léla. Elle avait fait travailler Léla. Elle avait fait grandir Léla comme boxeuse aussi. Je m'attends à ce que ça se passe aussi comme ça avec Caro. Puis moi, je vais te le dire, j'aime bien quand on sert des comparables, mais j'aime bien quand on veut mettre des choses dans la tête des gens parce qu'on est, tu sais, les deux promoteurs, là, ils ne s'aiment pas, ils ne sont pas obligés de travailler en gentillesse un envers l'autre. Fait que là, tu sais, tu as amené Franco au 5e, 6e, 7e combat de Léla. Là, tu ramènes le 2e combat de Vert, puis là, tu dis, regardez, là, c'est moi qui l'ai la meilleure fille, tu sais, dans la division. Puis là, tu fais traverser Franco par Vert, puis ça ne peut pas fonctionner non plus, tu sais, à un moment donné, pour la petite histoire, Eye of the Tiger, c'était des gros adeptes de ça. Ils prenaient les adversaires 17 et 18 de Clayton. Ils les avaient amenés contre Théroux puis contre Mian Hussein. Ça n'avait pas marché pantoute. Les deux étaient tombés au combat. Puis là, tu avais fait comme « Oups, on est allé, on s'est trompé dans nos comparables. » J'adore les comparables pour ça. Surtout si le boxeur a bien fait. Ouais, quand le boxeur a bien fait, Fanny Franco, elle n'a pas à avoir honte. Léla a gagné, puis elle méritait sa victoire, mais elle a amené quelque chose. Moi, j'ai trouvé que. Moi, c'est comme ça que j'aime combattre une carrière. J'aime ça avoir un adversaire qui va te faire grandir. Même si tu l'amènes puis tu sais que tu vas le battre, il faut qu'il t'amène quelque chose de plus pour passer à la prochaine étape. Un adversaire qui mérite de revenir au Québec, qui a donné un bon spectacle et qui donnera encore un bon spectacle, par-dessus le marché, va bien paraître à peser. Ce ne sera pas gênant. On y va avec les rhumes, là? Oui, on a parlé que Marie Spencer, c'est comme ça qu'elle va se rendre au championnat avec les combats ordonnés. Puis moi, je t'ai dit que j'en avais vu passer quelques-uns, mais là, ça tombe bien parce que tu vas nous les énumérer. Ben, je vais parler de 3 combats en particulier que je suis particulièrement contente qui ont été ordonnés. Je ne sais pas comment ça se fait. La WBA s'est réveillée et elle a ordonné plein d'affaires. L'IBF, ben, elle aussi est dans sa saison d'ordonner des combats. Là, on a 2 combats, entre autres pour Undisputed, qui ont été ordonnés chez les filles. Le très attendu combat de Amanda Serrano contre Erika Cruz-Hernandez, celle qui avait gagné contre Yelena Merdjanovic 2 fois plutôt qu'une et qui avait quand même très bien fait contre Yelena. Donc, Serrano a tous les titres sauf le titre WBA. Cruz, la Mexicaine, signée chez Matchroom, a l'autre. Et on avait l'impression que Cruz n'était pas du tout intéressée à affronter Amanda Serrano, puis qu'elle allait affronter n'importe qui sauf elle. Rappelons-nous à son dernier combat contre Yelena Merdjanovic, à l'entrevue d'après-combat, on lui dit « Le next step, c'est-tu d'être undisputed? C'est-tu d'avoir ton gros combat contre Serrano? » Puis elle a dit « Ben, j'aimerais mieux affronter Nina Menke avant. Elle avait droppé le nom de Nina Menke, puis on s'est tout dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Nina Menke, même pas son aspirante obligatoire, elle est comme classée 6e. On me dit, mais pourquoi qu'elle droppe le nom de Nina Menke? Puis là, ça nous donnait l'idée qu'elle n'avait pas envie d'affronter Serrano. Elle aurait pu dire, oui, mais je vais peut-être faire une défense optionnelle avant ou quelque chose de même. Mais non, elle avait droppé un nom qui était totalement pas dans le top 5. Bref, c'est ordonné. Donc, on tombe en égo présentement. On s'entend que c'est Jake Paul avec Matchroom. Donc, je ne sais pas s'ils vont mettre de côté les querelles et les poursuites en diffamation pour s'entendre sur quelque chose. Sinon, ça va s'en aller en appel d'offres et ça devrait avoir lieu tôt cet hiver, probablement en février. Je m'attends un combat en février. Là. Mettons qu'ils ils ont 30 jours pour s'entendre, ils tombent en appel d'offres. Peut-être février-mars au gros maximum. Amanda Serrano devrait gagner. Prédiction, mais par décision. C'est mon premier. Deuxième, on a vu Mayer Baumgartner il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont levé le point. Comment ça qu'Alicia Baumgartner ne veut pas donner de rematch à Mayer? Surtout qu'elle a volé Mayer. Ben, il y en a beaucoup qui disent qu'elle a gagné, il y en a d'autres qui disent que non. Bref, le point est élevé en l'air. Ben, ça a valu la peine de dire non parce que, puis même si elle avait dit oui, la WBA, encore là, a ordonné le combat entre sa championne, la coréenne Yoon Mi-choi, qui est championne depuis 2016. C'est pas une certaine Marie-Ève Albert qui m'a expliqué que Choi, elle ne veut jamais affronter personne parce qu'elle se cache chez eux. C'est ça. Et donc, la Defector Girl of Boxing, comme on l'appelle, elle a beaucoup nursé son titre. Elle a
très peu, depuis qu'elle a gagné en 2016, elle n'a jamais affronté de top 10, si je ne me trompe pas, de la division des super plumes. Elle a déjà été championne plume avant. Elle avait affronté des filles plus solides dans ce temps-là, mais depuis qu'elle est championne 2016 super plume, on s'entend que toutes ces tentatives ou tous les combats qui ont l'air intéressants ne se font pas pour une raison ou pour une autre. Là, c'est ordonné. Donc, là encore, on tombe en négociation et on verra s'il y aura appel d'offres. Ça devrait aussi avoir lieu quelque part en février-mars. Et c'est très excitant. Entre-temps, by the way, Mayer est devenue aspirante obligatoire IBF de Baumgardner. Et j'ai hâte de voir les classements de la WBC, mais je m'attends à ce qu'elle soit aussi aspirante WBC de Baumgartner. Donc, Mayer va être très patiente et va aller chercher aussi un rematch par après, j'ai l'impression. Même si Baumgartner ne veut pas lui donner, je ne crois pas qu'il va y avoir d'autres options ici pour elle que de l'offrir, peut-être faire ça aux États-Unis devant des fans américains cette fois-là. Bref, c'est un combat intéressant. Et là, je m'attends à ce que Baumgartner gagne. Je m'attends parce que Choi n'a pas ce qu'il faut, selon moi, pour battre Baumgartner à l'heure où on se parle. Baumgartner a le momentum. Baumgartner est une boxeuse bonifiée. Elle est allée chercher des combats difficiles dans les dernières années, puis ça l'a fait grandir en tant que boxeuse. Ça paraît aussi, ça. Quand tu acceptes des gros défis, tu apprends ces défis-là, tu deviens une meilleure boxeuse que tu gagnes ou que tu perdes. En ayant battu Mayer et Terry Harper coup sur coup, je considère que Baumgartner est une boxeuse bonifiée qui devrait bouffer Choi. Je ne dis pas que Choi est incapable, mais Choi n'a pas assez fait de bonnes défenses dans les dernières années. Selon moi, c'est pris des chemins faciles et ça te fait stagner. Choi va se faire bouffer. Ouais, Choi va se faire bouffer. J'ai rien contre la fille qui est charmante. J'ai rien contre. Elle méritait son titre. C'est pas ça l'affaire. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu es rendue championne, il faut que tu affrontes de temps en temps une fille du top 10. Tu peux pas toujours affronter des filles comme Calista Silgado, puis Aparecida da Silva, puis des filles comme ça. Ça marche pas quand tu es championne. Un dernier combat que je suis très excitée, Laura, qui a été ordonné cette semaine par l'IBF, c'est Elise Cotney contre la championne IBF des 122 livres, Shernica Sugarnix Johnson. Tu sais, Laurent, quand on a fait notre premier épisode de podcast, je t'avais dit qu'Elise Cotney allait devenir championne du monde un jour. Je pense qu'elle venait de faire ses débuts pro. Tu as eu raison. Tu m'as dit, c'est la première prédiction qui se fait officiellement sur 120 secondes. Alors là, un an et demi plus tard, on y arrive. Je crois que Elise Cotney va battre la championne Shernica Johnson dans un combat pour le titre IBF des 122 livres. Les deux filles se sont battues le mois dernier. Elise Cotney a battu Marie Romero, elle est devenue championne EBU des 122 livres. Elle a battu Romero de très belle manière. Elle a vraiment mérité son combat. On a vu elle n'a jamais pris de chemin facile, Elise Cotney. Elle a toujours affronté des filles tough. Toujours des filles tough. Alors, on en est là, elle a affronté des Maëlys Gangloff, elle a affronté Jorgelina Guanini, Cecilia Roman, toutes des filles tough depuis ses débuts pro. Ça continue. Avec Marie Romero, cette fille-là a grandi en tant que boxeuse. Nix, elle est signée chez Lou DiBella depuis cette semaine, c'est annoncé. Elle était en sous-carte de Kambosos 2. Elle avait affronté Suzy Ramadan. On en avait parlé de sa grosse coupure au dernier épisode. Je considère quand même que Nix est très bonne, très, très intéressante. Ça va être tout qu'un combat et je suis excitée par ce combat. Okay, et Elise Cotney, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Alors, prochain sujet ici, j'ai ça sur ma feuille. Cathy Taylor passe sur le corps de Karine Carabajal. Que sera la suite? On ne parlera pas beaucoup du combat là, parce qu'il était plate. C'était pas plate. C'est jamais plate, Cathy Taylor. Mais c'est parce que quand tu domines trop, à un moment donné, spectacle est moins bon. Tu sais, je comprends, là, on aime ça voir un petit peu plus de résistance. Puis c'est pas que Karine a mal fait, c'est que Karine est bien cotée et tout, mais c'est que Taylor, c'est Taylor. Elle a gagné tous les rounds. Moi, j'ai donné 100% des rounds à Cathy Taylor. Maintenant,
c'est plus l'idée de qu'est-ce qui va. C'était son aspirante obligatoire, un peu comme elle a fait avec Firouza Sharipova l'année passée. Elle, Cathy Taylor, elle niaise pas avec la POC. Elle les affronte, ses aspirants obligatoires, puis elle n'attend pas nécessairement qu'ils soient ordonnés parce que, justement, ça peut causer des délais dans son propre agenda. Elle aime les gros combats, puis si jamais elle planifie un agenda sur un an, puis qu'on ordonne un combat, puis ça vient bouger ses plans, ça peut être dérangeant pour une boxeuse comme elle. Alors, elle prend les devants, puis elle fait des bonnes offres à ses adversaires, à ses aspirantes obligatoires, puis elle le fait, elle se débarrasse de ça. Je ne sais pas si tu as entendu parler de sa volonté d'affronter Amanda Serrano à Croke Park quelque part l'année prochaine en Irlande. Mais ça semblait, étrangement, les deux semblaient très enclins à se réaffronter, mais ils ont décidé de ne pas prendre le chemin de « OK, bien, on s'affronte dans 6 mois, puis on bat notre fer pendant qu'il est chaud. » Ils ont décidé, de faire chacun leur chose entre-temps, de régler des aspirants obligatoires et de s'affronter plus tard. Puis, dans le fond, ça permet à Amanda Serrano de devenir undisputed de 126 livres, qui était aussi son but. Cela dit, Serrano a clairement dit à Cathy Taylor, après le combat contre Carabajal, elle a dit « J'aimerais qu'on fasse ce combat ensemble à Croke Park après mon combat pour Undisputed contre Cruz Hernandez. » Il semble avoir de la volonté vraiment intense des deux côtés de le faire en 2023. Croke Park, c'est un stade incroyable, 80 000 places, extensible 90 000 places à Dublin. C'est là que la sélection nationale joue. Mohamed Ali, je pense que c'est le seul boxeur qui s'est déjà battu là. C'est très, très, très gros. Ça va être un combat extraordinaire si ça arrive, juste pour l'intensité, le fait que Cathy Taylor est une méga star locale et qu'elle va le remplir, son 90 000. Là. On va se le dire, tout le monde va acheter ça en Irlande. Là. Tout le monde va se garrocher là-bas. Elle est immensément populaire. Ça va être probablement le combat féminin le plus lucratif de tous les temps et je ne sais pas si un autre combat pourra, à court terme, approcher ça. Je m'attends à ce que peut-être en juin, juillet, on ait ce combat-là. C'est une prédiction que je te fais. Là. J'ai essayé de réfléchir. Je me dis, Serrano va se battre peut-être en février contre Cruz. Probablement qu'ils sont déjà en pourparlers avec Cathy Taylor. Après ça, elle va peut-être, je ne sais pas si elle va vouloir faire un combat de confort à 135 livres, mais peut-être, je te dirais, juillet. Je retiens de ton argumentaire un combat de confort. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Oui, c'est pas une up fight, c'est un combat de confort. J'aime mieux ça. Non, mais je m'en battre ce soir, mais faites-vous-en pas, c'est un combat de confort. C'est juste pour t'assurer que tu es vraiment à l'aise dans ta catégorie de poids supérieure. Je me sens confortable dans mon 135 livres. C'est plus qu'une up fight un peu. Béatrice la bête Ferreira avec 3 R a affronté Sarah Yatiadjo réussissent chacune leur début professionnel. J'ai décorrigé mes 3 R, j'en ai juste 2 dans ma phrase. Je pensais que tu voulais que je roule les R à la il y a eu beaucoup de débuts pro, là. Hein. Il y en a eu d'autres, Jordan Dobie, Macy Rose, Courtney, etc. Ils ont toutes été très intéressantes à suivre. Mais je veux parler de Béatrice de Beast Ferreira puis Sarah Guiguiat-Jou en particulier. Pour 2 raisons. Béatrice Ferreira, by the way, on l'a vu aux Olympiques, gagner une médaille d'argent. C'est une Brésilienne qui est immensément populaire. Elle a au-dessus de 100 000 fans sur Instagram. C'est une vraie star au Brésil, signée chez Matchroom depuis cette année, mais qui va faire quand même Paris 2024 en théorie. Donc, elle va faire une carrière pro et amateur en parallèle. On l'a commencé comme Taina Cardozo, une autre fille qui a fait beaucoup, beaucoup de combats amateurs, qui avait une fiche de 5-0, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, ou de 6-0 chez les pros. Béatrice, là, elle était quelque chose. Elle s'est présentée là, premièrement, Laurent, sur du 3 minutes par round. Un combat de 4 rounds de 3 minutes. Ça a été autorisé par la commission de l'Ohio. C'est la première fois que la commission de l'Ohio l'autorisait. Les 2 filles en ont fait la demande et vu que c'était un 4 rounds et que les 2 filles avaient un background amateur et connaissaient les 3 minutes par round en masse, ça a été autorisé. Alors, on a eu la chance de voir ce début pro-là sur du 3 minutes par round. Béatrice Ferreira, elle a vraiment dominé de bout en bout. Il n'y a rien qu'elle ne fait pas bien, Laurent. Il n'y a rien qu'elle ne fait pas bien.
Elle a knocké down son adversaire 2 fois en partant en début de combat. Après ça, tu as vu la précision des coups, le contrôle, la lourdeur des coups. Elle frappe fort, elle a tout qu'une main avant, elle a tout qu'un crochet. Elle est intense physiquement, là, elle en impose. Tu as l'impression vraiment qu'elle t'embarque par-dessus quand elle boxe. Elle est déjà taillée au couteau pour les pros. Je capote dessus. C'est rendu ma nouvelle idole. Je capote dessus vraiment. On te demanderait de rester neutre comme chroniqueuse. Ça n'arrivera pas. Béatrice Ferreira, selon moi, c'est de la matière à future championne du monde. Elle va se rebattre le 3 décembre sur la carte de Matchroom. On semble avoir élu Caris Brown, une adversaire qui a aussi une fiche positive et une américaine, pour l'affronter. C'est gros. Matchroom a le but de l'amener vers un titre mineur en 3 ou 4 combats. Ça va aller aussi vite que ça. Donc, Béatrice Ferreira, il faut la suivre, elle est impressionnante. Puis on va en avoir aussi aux Jeux olympiques en 2024, selon moi. Sarah, tu l'as-tu pris le combat de Sarah sur la carte de United? Non, mais c'est dans ma chaîne, là, sur DAZN, je pense, je peux le réécouter. J'ai jamais vu ça, Laurent, de ma vie, quelqu'un qui fait ses débuts pro sur du 8 rounds. Ben, ça arrive en dehors du Québec. Oui, mais c'est rare. C'est rare. Moi, au Canada, j'ai rarement vu ça. Au Québec, ça ne serait pas passé, certainement. En Ontario, ils l'ont fait passer. Ça se passait en Ontario, ce gars-là. Au Québec, là, juste pour la petite histoire, là, parce que ça vient de la commission Néron, puis là, après ça, c'est gouvernemental. On ne peut pas changer ça. Puis il y a des très rares, c'est arrivé de manière très rare. Puis après ça, quasiment eu des commissions d'enquête. Je vais donner un exemple. Il avait permis un 6 rounds entre Charbonneau et Roberge. Puis Roberge a fini à l'urgence en déshydratation. Puis après ça, il y a eu une grosse enquête. Puis on fait, ouais, il y a quelqu'un qui a raté la balle au bon. Fait que c'est pas légal techniquement. Et c'est des lois. Puis c'est compliqué. Je ne sais pas si tu le sais, mais le gouvernement a beaucoup d'autres chats à fouetter que de se dire passer une loi pour des 6 rondes. Même pour du 3 minutes, il faut que ça soit voté aussi pour des blocs de 3 minutes. Au Québec, on est loin de faire comme ailleurs, là. Vraiment loin. C'est très, très. La machine est compliquée. Ben, Sarah, elle a réussi son 8 rounds. Elle a fait une méchante belle performance. Elle affrontait Nayeli Verdé. Pourquoi un 8 rounds a été autorisé? Ben, il regarde beaucoup de choses. Il va regarder le background des 2 boxeuses. Ici, on avait une adversaire, Nayeli Verdé, qui avait plus de 10 combats déjà, pro, et n'avait jamais été knockée et avait déjà fait du 8 puis du 10 rounds. OK? Alors, en partant, c'est une fille qui avait de l'expérience. Sarah, elle a fait une énorme carrière amateur. Elle a énormément de succès de ce côté-là. Elle a fait du 3 minutes, bien sûr, chez les amateurs. Ils ont considéré qu'elle était en mesure de faire 8 rounds de 2 minutes. Alors, ça a été autorisé. Et ça a bien fait parce que, dans le fond, cette fille-là se positionne rapidement pour pouvoir accepter des opportunités que nos Québécoises, on parlait de Leila, de Marie-Pierre Roule, tantôt, qui n'ont pas encore fait de 8 rounds, bien, peut-être que ce ne serait pas autorisé ailleurs, justement parce qu'elle n'a pas l'expérience du 8 rounds. Ici, en commençant tout de suite sur du 8 rounds, bien, on est tout de suite éligible à accepter une opportunité, mettons, pour un titre mineur ou qui arriverait à la dernière minute, même si on n'a pas beaucoup d'expérience chez les pros. Je trouve que c'est bien joué de la part du clan de Sarah. Et elle a vraiment bien fait. Là, Marie, il nous reste une tonne de sujets. Je viens de voir ça. Donc, je t'en lance un autre. Maëlys Gangloff pique le titre EBU des coqs à Delphine Mancini. Oui. Maëlys Gangloff, c'est une de ces Françaises. En fait, c'est 2 boxeuses françaises, ces filles-là, qui sont très bonnes, mais qui n'ont pas de promoteur. Alors, on en entend moins parler, mais Maëlys Gangloff, on la connaît pour s'être battue contre Ebony Bridges puis Elise Cotney, entre autres, sur des cartes de Matchroom. D'ailleurs, à mon avis, elle avait battu Ebony Bridges. C'était fait, c'est ça. Il avait donné une décision locale à Ebony à Lille. Un combat où seul l'arbitre mettait une carte des juges, ça a lieu des fois en Europe. Yes, exactement. Là, ben, Maëlys, elle affrontait Delphine. Delphine, c'est une fille, on pense, elle n'a pas beaucoup d'expérience pro, mais c'est une fille qui a fait
énormément de bons combats chez les amateurs, est très connue. Kim Clavel m'en a même parlé en privé. Elle a dit, mon Dieu, elle a battu Delphine, c'est gros, c'est toute une boxeuse Delphine. Tu sais, Delphine, ça allait affronter des Ginny Fuchs et compagnie là, chez les amateurs. C'est d'aller chercher des Ségolène Lefebvre. Ça a eu des victoires décisives à des petits Marie, poids. tu es en train de devenir la nouvelle Jeff Jeffrey à nous énumérer tout le temps toutes les Mais adversaires. c'est parce que les gens ne la connaissent pas. Il faut que les gens comprennent que battre Delphine Mancini à 25 ans, battre Delphine Mancini à 25 ans, c'est gros. C'est gros pour Maëlys Gangloff. Ça va être très payant pour elle à moyen terme. Très, très payant. Alors, Maëlys est rendue la nouvelle championne EBU. Elle n'a pas de promoteur. Elle fait mais comme là, elle la veut. EBU, là, juste pour les gens à la maison, ne verrez pas fou avec ça parce que là, déjà qu'on essaie de nous convaincre que la IBO, c'est gros, donne-leur pas l'idée de nous partir la EBU par-dessus ça. Même si La EBU, tu ne l'auras jamais ici. C'est le champion européen. C'est comme la NABO ou la encore NABF. drôle, j'ai vu des combats de WBC francophone avec du monde qui ne parlait pas français. Ouais. Mais la EBU, habituellement, c'est des boxeurs européens. C'est comme Ouais. la NABF. Attention. C'est ça qui est ça, en théorie. Ils sont capables de nous ramener ça ici. En théorie. Fait que félicitations à Maëlys qui mérite cette victoire-là. Moi, je l'ai vu le combat, c'était une guerre de fou. Aurélie Moutinho devient championne pour une 5e fois en gagnant la guerre contre Leonela Yudica. Là, je vais te surprendre, je connais ni l'une ni l'autre. Ben, c'est pas vrai, tu l'as pris ce combat-là, tu m'as même écrit. Ah, ok, ouais, ok, c'est vrai, ça avait fini que toute la carte avait offert des bons combats, même si je m'attendais à rien. Ok, c'est cette carte-là. C'est la carte. Aurélie, dans le fond, a commencé très fort. Aurélie a commencé très fort, la championne. C'était pas pesante, il y avait une 4 pieds 11 là-dedans. Oui, c'est des 112 livres. Donc, Aurélie, elle tentait de mettre la main sur le titre IBF de Leonela, que ça faisait à peu près 10 ans qu'elle avait. Ici, on avait un clash de style. Aurélie, qui est une fille qui va en volume, qui se donne beaucoup, puis qui a une défensive un peu poreuse. Puis Leonela, qui est en contre-attaque, qui est dans l'économie de coups, puis qui cherche l'opportunité. Leonela a parti un petit peu trop tard son combat, à mon avis, puis c'est un peu ce qui a fait basculer le combat pour Aurélie. Aurélie a eu une première moitié de combat très forte. Leonela est allée chercher les rondes du milieu, puis ça s'est joué dans les rondes de championnat. Aurélie Moutinho, il faut comprendre que son papa est décédé l'année d'avant, puis elle a fait ça a été difficile pour elle, la transition. Elle s'est trouvée c'est mon bon ami Joël Diaz qui la coach présentement. C'est son nouvel entraîneur. Et sincèrement, je ne sais pas comment il a fait, Joël, mais il a sorti un de ses discours de fou je pense avant l'avant-dernier round, là, dans le coin, pour craquer Aurélie. Elle n'avait plus une goutte d'énergie, Aurélie Moutinho. Elle est allée donner des rondes de championnat de fou après ça. Il l'a vraiment craqué. Moi, j'avais quasiment une petite larme aux yeux quand j'écoutais ça. J'allais, mon mais Dieu. toi, t'es émoté. Moi, j'étais émotée, puis j'écoutais Joël. J'étais là, mon Joël, t'as choisi les bons mots, puis elle a gagné. Bref, ça va être quoi la suite pour elle? Ben, peut-être un combat d'unification contre Marlene Esparza. Ça serait ça la logique. Toi, tu dois brailler pendant les annonces à la télévision. Oh, j'avais vraiment la petite larme. J'ai dit à Joël, j'ai dit, tu m'as fait brailler. Il trouvait ça bien. J'étais en colère. Il faut que je te parle que j'étais en colère. C'est parce que Mathilde Baraillé, elle s'était faite. Elle aurait pu avoir un meilleur sort à ses débuts pro aux États-Unis, où elle affrontait une bonne boxeuse qui était plus pesante qu'elle. Là, elle accepte Bray Halling une semaine avant. C'est Vincent Morin qui déniche ça. C'est une fille qui est toujours en forme, mais dans les camps d'entraînement, je pense qu'elle fait des rondes avec Kim, elle fait des rondes avec Martine souvent. Ouais. Là, elle s'en va affronter Brie Halling, qui est signé par 3 Lions Promotion, un promoteur de la Nouvelle-Écosse, si j'ai bien compris. Et là, encore une décision majoritaire. Mais là, avant de te passer la parole, moi, j'ai un plan, OK? On loue une aréna à Longueuil, New Era ou Eye of the Tiger Management qui aime ça se promener. Longueuil, Saint-Jean, Boucherville, quelque part, ça arrive sud. Et là, tu me sacs ma Martine Vallière-Bisson contre Brie Halling, 6 ou 8 rondes en copromotion avec les Maritimes. Et là, on vend 1500 billets puis on fait enfin un combat qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps. Tu sais, on parle de Spencer Dicker, on n'est pas capable de l'avoir. Moi, je vais te dire... Butler contre Volny. Il y a plein de combats locaux comme ça que ça va être perdu si on ne les a pas. Martine, elle a perdu ses 2 derniers combats. Elle dit non. Martine, elle dirait non à absolument personne au monde. Puis Brie Halling, si c'est la future championne du monde, comme Antonin Descaries nous l'a dit, mais même plus avec eux autres, mais
c'est aussi bonne qu'on nous le raconte, puis qu'il y a tout le temps un promoteur qui veut lui donner une chance parce que c'est une belle blonde qui a déjà été championne de Muay Thai. Elle est supposée être capable d'affronter Martine Vallière-Bisson et on va vendre du billet pour redynamiser la boxe. By the way, Brawling est signé par Probellum, pas Three Lions. Elle se battait sur une carte. Elle se battait sur une carte d'un promoteur. C'est un spot qui a été acheté, dans le fond, par Probellum sur une carte d'un promoteur X. C'était pas Three Lions, si je ne me trompe pas. C'était un autre promoteur local. Il est comme un cheval, ça soupe. J'ai les vidéos de ce combat. Il y a quelqu'un qui me les a envoyées, mais ça a été pris de loin, d'un seul angle. Et je ne les ai pas publiés parce que j'ai de la difficulté à faire un montage où on voit vraiment bien le combat. J'ai regardé le combat. C'est une décision majoritaire en faveur de Brie Alling sur Mathilde. C'est bizarre. Il y a 2 60-54 puis un 57-57. Alors moi, je me disais, soit tu as 2 juges totalement aveugles ou tu as un juge totalement aveugle, parce que c'est quand même bizarre de mettre une split quand tu as 2 juges qui donnent 100% des rounds à l'une, puis l'autre donne vraiment 3 rounds. J'ai regardé, je crois que Brie a vraiment gagné, mais c'est très difficile de savoir parce qu'on ne voit pas vraiment l'impact des coups. On voit juste un angle, on ne voit pas tout le combat de la manière dont je l'ai vu. Moi, j'avais tendance à donner 5 rounds à 1 pour Brie Alling. C'est ça que j'ai, mais c'est avec les infos que j'ai vues. J'étais pas là, on n'a pas une bonne vision, mettons, 360 degrés comme on peut avoir quand quelqu'un filme où on voit plusieurs angles. Alors, c'est difficile à dire. Je crois que la victoire aurait dû peut-être être une victoire, une décision unanime, mais je n'aurais pas donné 60-54. Je donne peut-être 1 round ou 2 à Mathilde, mais pas 3 rounds. C'est pas un split, c'est pas une décision majoritaire ou un split selon moi. Je ne vais pas en parler beaucoup plus, mais je veux juste dire que Mathilde, il faut s'attendre à ce qu'elle ait des combats comme ça, des offres de dernière minute. Tu n'as pas de promoteur. Là, elle a une défaite, un combat nul. Elle va devenir très attrayante pour certains boxeurs qui veulent affronter ce type d'adversaire avec des fiches comme ça. Mais oui, c'est une fille qui est bien meilleure que ce que sa fiche laisse paraître. Ce que je lui souhaite, c'est de peut-être de plagier une méthode plus mexicaine, puis de continuer à progresser quand même. Tant qu'elle progresse, puis en gymnase, puis que ses entraîneurs voient qu'elle progresse, je pense que ça peut tenir d'aller chercher des match-ups qu'elle peut techniquement gagner comme ces 2 derniers combats, même si le résultat n'est pas des victoires. C'est à partir du moment où tu ne progresses plus dans le gymnase, puis que tu acceptes des combats à 1 semaine, puis que tu deviens un peu dans des combats que tu ne peux pas gagner, ça se met à affronter des Olympiennes aux États-Unis, je ne serais pas d'accord. Moi, j'avais préparé là, je vais te passer le prochain sujet. Après ça, je voulais te parler de quelqu'un. Mais Delphine Pedersen va affronter Ikram Kerouat. Non, a affronté Ikram Kerouat. Puis en partant, moi, je vais vous raconter le combat. Tout le monde disait que ce combat-là n'a pas d'allure. Là, personne à la somme Kerouat. Elle s'en va comme. Elle pense qu'elle est en MMA. Elle fait comme aller l'attaquer au sol. Elle passe une petite droite. Techniquement, elle pourrait se ramasser en prison. C'était juste de moi. Les deux auraient pu avoir. Puis on peut donner peut-être un Oscar à Ikram Kerouat aussi, qui a quand même beaucoup poussé, étiré l'élastique. Je ne dis pas que c'est pas correct de se faire frapper c'est correct de se faire frapper par en arrière. Delphine, je n'ai pas compris du tout ce qui s'est passé dans ce 1 minute et demie de round-là. Effectivement, elle a knocké down Ikram Kerouat qui se ramasse à terre, qui tombe comme une feuille. En se mettant à genoux, Ikram Kerouat, Delphine la frappe 1 fois au sol derrière la tête ou derrière quand la tête est tournée. L'arbitre lui dit de cesser. Elle s'en va dans le mauvais coin. Ikram essaye de se relever, semble réussir et tout d'un coup, elle s'effondre quasiment tête première à terre. C'est vraiment bizarre toute la scène des 2 bords. Je ne comprends pas pourquoi Delphine a fait ça. C'est comme vraiment une bulle au cerveau parce que ce n'est pas son genre. Je comprends pas. Je comprends qu'il y a peut-être qu'Ikram est peut-être affecté, mais jusqu'où? Est-ce qu'elle a voulu, mettons, étirer l'élastique pour justement éviter d'avoir une défaite par knockout et plutôt avoir, parce qu'elle a peut-être senti le premier coup de Delphine, puis elle s'est dit, je ne t'offrirai pas la run, fait que j'aime mieux qu'on ait un no contest. Est-ce qu'elle a vraiment souffert du coup, puis qu'elle était
plus capable de continuer après, on ne le saura jamais, mais c'était pas élégant. C'est tout ce que j'aime pas de la boxe que j'ai vu là-dedans. J'ai eu l'impression qu'il y a eu des coups derrière la tête, j'ai eu l'impression qu'il y a eu du fakeage. Maintenant, la réalité est quelque part, probablement que les deux filles ont leur raison, puis je sais pas trop, mais c'est de l'anti-box total de A à Z sur une carte bizarre. C'est la carte de Floyd. C'est bien bizarre. Okay, je te parle de mon nouveau projet préféré en boxe. J'avais pris des notes. C'est Jake Paul qui a signé ce combat-là à la dernière seconde. Okay? Puis là, la fille, j'étais allé lire sur cette fille-là. Je veux vous parler de Shadasia Green. Okay? C'est comme la Marie Spencer américaine. Un 11-0, 10 KO. Elle vient de battre Ogledis Suarez qu'on avait vu contre Marie-Ève Dicker à Québec en 5 rondes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va devenir, mais elle passe du monde au premier round. C'est pas toujours du monde avec des grandes fiches. Shadasia, elle court après French and Frozen. C'est elle qu'elle veut. Il commence à avoir de la promo autour d'elle. C'est une fille qui s'est battue aussi chez les amateurs. On l'a connue chez les amateurs. Tu sais que je l'ai déjà interviewée, Shadasia Green. Je l'ai rencontrée à Taylor Serrano. J'ai vu en faisant mes recherches. Mais là, Jake Paul est en arrière d'elle. Il a une petite tendance à investir beaucoup sa boxe féminine. Il veut l'ajouter sur ces gars-là. Donc, c'était juste mon idée. Là. On va la surveiller dans les prochaines semaines. Elle a toute une personnalité aussi. C'est quelqu'un qui a du chien et qui n'a pas peur des mots, je te dirais. Ton dernier sujet avant de garrocher ta rafale, le retour émotif de Senesia Estrada. Je veux juste souligner que Senesia Estrada, ça faisait 1 an qu'elle ne s'était pas battue. Donc, on l'a vu contre Jasmine Villarino, si je ne me trompe pas. Ce qui est quand même une fille qui est top 5. Hein? Jasmine Villarino, là, c'est pas n'importe qui. Là. C'est quand même une bonne boxeuse. Se battre à 105 livres, défendre son titre. C'était pas évident, c'était émotif. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Laurent. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Senesia Estrada puis Golden Boy, mais il s'est passé quelque chose. Soyons honnêtes, là, il s'est passé quelque chose. Parce qu'elle pleurait quasiment, elle pleurait en fait après son combat. C'est juste ça. C'est comme une éclipse de soleil dans ma cuisine. Oui, je viens de voir ça. Là, ça va être dans nos bloopers aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a quelque chose qui a passé devant le soleil dehors. Là, je ne comprends pas. Fait que tout ça pour dire qu'elle était très émotive. Elle a quand même gagné tous les rounds, mais je n'ai pas trouvé Senesia à son meilleur. Ça paraît qu'il y a de la rouille. On appelle ça du ring rust un peu. Elle a mangé plusieurs bons coups. L'adversaire était quand même intéressante. Et c'est ça. C'est pas la même Senesia Estrada qu'on a vue, mettons, l'année passée. Je m'attends à ce qu'on voit qu'elle se rebatte quand même rapidement là, en début d'année. Ma prédiction, décembre 2023. Kim Clavel, Senesia Estrada, Madison Square Garden, 1 million US chaque. Grosse prédiction quand même. Ils arrivent chacune avec leur ceinture de leur division, les bras pleins. Il y en a une qui arrive avec ses 4 ceintures à 108, l'autre qui arrive avec ses 4 ceintures à 112. Ils mettent tout ça d'un pot, puis là, ils se battent au Madison Square Garden 1, 2, 3, 4 fois à 1 million chaque. Puis Kim Clavel, elle a tellement d'argent, elle va s'acheter un manoir à Blainville. Rapidement, là, Laurent, je vais juste dropper des fêtes qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année, sans date ni rien, parce que plein de gens me gossent avec ça. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste chez les femmes? Le monde est gossant. Hein? Fait qu'il reste Ebony Bridges contre Shannon O'Connell. Ça a lieu en décembre. Il y a Casta Vaillé contre Evelyne Bermudez pour les 2 autres titres que Kim n'a pas, qui est Bermudez possède. Il y a beaucoup de gens qui, sans le dire, voient ça comme un genre de tournoi où Kim affronte Neri Plata, Vaillé affronte Bermudez, et on peut penser que Kim et Bermudez sont les 2 favorites, et après ça, tout naturellement, s'affronteraient au sommet. On s'entend que Vaillé est déjà championne unifiée, mais à 105 livres, fait qu'elle monte pour affronter Bermudez, ça va être bon. Jamie Mitchell contre Nina Hughes le 26 novembre. Ça va se passer aux Émirats Arabes Unis. Shannon Courtney, Sandy Ryan vont aussi se battre d'ici la fin de l'année. On a nos galas à la Place Belle et au Shawinigan, 1er décembre et 16 décembre. Donc, au total, 5 combats féminins là-dessus. Erika Farias contre Mayra Moneo. Il va y avoir aussi Victoire Pitot et Emma Gongora qui vont se battre d'ici la fin de l'année en France, des adversaires à confirmer. Ça, c'est ce qu'on sait présentement.
à part tout ce qui a été, annoncé. Et on s'attend peut-être à voir Marlene Esparza faire un combat avant Noël aussi. Mais il n'y a rien qui nous dit que ça va se faire. C'est des rumeurs. Bref, ça ressemble à ça. Et ça met fin à notre émission. Tant mieux parce que t'es pas mal blanc. Non, il y a un éclipse dehors. Je suis crampée, j'en reviens pas. On dirait que t'es perdu dans ta boucane. Y a-tu un incendie? Je suis dans ma cuisine, puis c'était comme un mélange de lumière naturelle puis de lumière... ça sent pas trop le feu, on dirait. C'est vraiment... il y a un phénomène météorologique. Ben, on voit les rayons dans ta face, là, comme si Dieu avait ouvert un nuage. Là. C'est quoi, là, Jésus, quand il arrive, c'est ça. Il ouvre le fleuve en deux pour marcher. Ben, c'est ce pour moi, Jésus va apparaître dans ta rue. Là. Bon, ben, merveilleux. Et on se reprend dans un mois. Bye bye!